Bonsoir et merci de nous suivre sur New World Info. Covid-19, à vos questions d'aujourd'hui, c'est avec le docteur Adjoa Mireille Podonou-Koriko. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. Oui, je suis médecin généraliste. Avant de parler des voies de transmission du coronavirus, avez-vous constaté qu'il y a un relâchement des mesures barrières? Oui, à tous les niveaux. Le constat qui est fait, c'est que les gens ne respectent plus du tout les mesures barrières. Il y a un délaissement de tout. Et justement, ce qui fait que les cas augmentent. Donc oui, ce constat est fait. Et comment l'expliquez-vous? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un relâchement. C'est vrai qu'au début de la maladie, il y avait une peur de la maladie, une hantise d'attraper la Covid-19. Mais aujourd'hui, cette hantise n'est plus là. Il y a un relâchement à tous les niveaux, comme si on était fatigué, alors que la maladie, elle n'est pas fatiguée. Alors que nous enregistrons moins de cas en Afrique plutôt qu'en Europe et aux États-Unis, est-ce que vous trouvez qu'il y a une leçon à donner au monde entier? L'Afrique a une leçon à donner au monde entier? Je ne dirais pas qu'on puisse s'en enorgueillir, mais je pense que nous avons eu de la chance, étant donné que la Covid-19 a eu à toucher plusieurs pays, notamment européens et autres, avant nous. Donc cela explique que nous avons eu une petite expérience de ce qui s'est passé ailleurs et nous avons tiré profit de ces expériences pour rapidement intervenir, réagir contre la Covid. Alors, dites-nous, vous venez de dire tantôt qu'il y a un relâchement qui est constaté de par tout le monde, mais comment s'explique le fait que les cas confirmés ne soient pas aussi alarmants? Les cas confirmés ne sont pas alarmants, je ne dirais pas cela, mais ce n'est pas une raison aussi pour faire comme si la maladie n'existait pas. Je pense qu'il faut qu'on s'attarde surtout sur les cas, tous les cas que nous avons. C'est-à-dire tous les cas de contamination, même s'il n'y a pas trop de cas de décès, trop de cas où la maladie se fait sentir, où il faut vraiment traiter. Je pense qu'il faut voir la contamination en général dans la population qui s'élève aujourd'hui à plus de 2000. Donc nous devons nous dire que... 2000 au Togo ou on parle du cas africain? Non, 2000. Donc je pense que nous devons être très vigilants sur cela et essayer de ne pas être laxiste sur cela. Quand on sait que le virus est susceptible de mutation, quand il passe d'un organisme à un autre, est-ce qu'on peut dire qu'il devient de moins en moins dangereux? Non. La mutation ne signifie pas que le virus est moins dangereux. Je pense ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le virus s'adapte à l'organisme dans lequel dans l'organisme qu'il intègre. Et là, c'est là même qu'il faut avoir un petit peu peur parce que les formes se multiplient. Il y a une mutation et là, c'est plus difficile quand il y a des mutations du virus pour pouvoir trouver des vaccins. Et comment? La question n'est pas très claire. Et comment est-ce que ça s'explique qu'il y a une mutation et que c'est difficile de trouver des vaccins? Oui, l'explication est simple. Quand on connaît un virus et qu'on sait le mode de transmission, on connaît sa forme sur le plan organique, on sait comment créer les vaccins. Maintenant, si le virus mute, ça veut dire qu'à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est de trouver tout le temps des vaccins qui puissent s'adapter à la forme qui se mute. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est difficile de trouver des vaccins. Plus le virus mute, plus il est difficile de trouver des vaccins. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il n'y aurait peut-être jamais de solution miracle à cette pandémie. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je ne contredirai pas l'OMS, mais c'est vrai que nous avons tous une appréhension par rapport à la découverte d'une solution qui puisse nous sauver de la Covid-19. Donc, nous nous en référons aux chercheurs. Nous espérons vivement qu'une solution sera trouvée. Mais que recommandez-vous dans vos différents centres hospitaliers ou dans votre milieu médical? Oui, dans les centres hospitaliers, nous intervenons par des séances de sensibilisation pour expliquer encore la maladie, son mode de transmission et surtout les mesures barrières qu'il faut adopter pour s'en prévenir. Donc ce travail est fait tout le temps, et c'est pour ça la raison de ma présence ce soir d'ailleurs. Nous parlons de mesures barrières et nous avons une vidéo réalisée par Niwa TV qui passe en boucle. Nous allons la suivre encore une fois pour voir les mesures les voies de transmission, autant pour moi, de ce virus. New World se mobilise contre la propagation du coronavirus. Nous rappelons que ce virus se transmet par les gouttelettes de salive ou de sécrétions nasales qui peuvent se déposer sur toutes les surfaces. Pour cela, ensemble, agissons contre cette pandémie. Suivons strictement les recommandations faites par les autorités de santé. Ne nous serrons plus la main pour nous saluer. Même avec nos proches, évitons les accolades et les embrassades. Maintenons une distance de sécurité de plus de 1 mètre avec nos interlocuteurs. Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Au besoin, utilisons du gel hydroalcoolique. En cas d'éternuement ou de toux, utilisons le creux de notre coude. Utilisons un papier mouchoir et jetons-le immédiatement à la poubelle, puis lavons-nous à nouveau les mains. Nettoyons le plus souvent possible toutes les surfaces de contact qui peuvent être utilisées par d'autres personnes. En respectant ces règles simples, nous nous protégeons tous. On peut toujours rappeler les différentes voies de transmission. Merci beaucoup. Comme nous le savons tous, le virus se transmet par la toux. Donc ça veut dire que si je suis là et que je ne suis pas protégée, je tousse, les aérosols qui sortent peuvent se déposer sur une surface contenant le virus et en même temps se déposer sur la personne en face. Donc ça veut dire que quand je tousse, je peux transmettre le virus. Quand je parle, la salive qui sort de ma bouche sous forme de postillon aussi contient le virus. L'autre voie de transmission, c'est toujours pratiquement la même, c'est que nous avons la main qui est là et puis les surfaces sont là et avec les virus qui se déposent sur les surfaces. Je touche une table, je touche une portière, je touche n'importe quoi qui est contaminé par le virus, donc je peux facilement me contaminer. Pas parce que le virus peut traverser la barrière cutanée, mais parce que après je vais me moucher peut-être avec la main, je vais approcher la main de la bouche et par là, je peux me contaminer par le virus. Alors, disons, quand on parle du contexte africain et de l'hypothèse de la température, est-ce qu'elle est maintenant justifiée, de la température qui agit sur le virus, qui fait que la transmission n'est pas aussi effective que cela? Cette hypothèse n'est pas encore vérifiée par les chercheurs et vu le fait que la contamination augmente dans nos pays, ça veut dire que le contexte de température, chaleur en Afrique n'est pas du tout vérifié. Sinon, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui à ce niveau et que le virus n'allait pas continuer à nous infecter, étant donné que à tout le moment, pratiquement, il fait chaud. Alors, dites-nous, en milieu hospitalier, quel est votre plus grand défi en tant que tel? En milieu hospitalier, d'abord, c'est de pouvoir prendre en charge les patients qui sont atteints de la Covid-19. Je m'explique. Nous sommes tout le temps dans les centres hospitaliers avec des patients, donc on ne sait pas qui est qui. Il faut d'abord pouvoir poser le diagnostic. Donc, dans ce sens, il faut pouvoir reconnaître le patient et pouvoir le diriger vers le centre de prise en charge pour ne pas qu'il contamine le reste de la population, ni le personnel soignant, ni les autres malades qui viennent en consultation. Donc, c'est de pouvoir faire une prise en charge correcte depuis le début, l'isoler s'il le faut,
et pouvoir le diriger rapidement vers le centre de prise en charge pour ne pas créer une contamination de masse. Est-ce que vous confirmez toujours qu'il y a des personnes, en tout cas que les patients ont du mal à faire confiance aux médecins à nouveau, ou du moins au domaine hospitalier, sachant que les cas de transmission, ou bien les centres, comment vous les appelez déjà? Les centres de prise en charge. Les centres de prise en charge. Est-ce que les patients, comme au départ de la maladie, avaient du mal à aller vers les hôpitaux? Est-ce que ça continue? Oui, il y a toujours cette hantise de la population d'aller dans les hôpitaux parce que selon eux, c'est les hôpitaux qui sont les lieux où on peut rapidement attraper la maladie, et ça se constate depuis un certain moment, depuis le début de la période Covid. C'est vrai que les cas de consultation que nous recevons diminuent, et bon, on fait avec, mais les cas diminuent en général. C'est à partir, je dirais quand même de mai, juin, qu'il y a eu un petit relâchement. Les gens ont commencé à fréquenter les centres, se disant que quand même, on ne peut pas toujours fuir la maladie. Il faut aller se faire soigner pour d'autres pathologies aussi. Une petite toux, un mot de tête. Est-ce qu'on recommande directement le dépistage aux patients, ou il y a une autre approche qui est faite? Oui, là tout seul ne suffit pas, les maux de tête seuls ne suffisent pas. D'abord, quand le patient vient dans ce contexte de céphalée, de tout, nous faisons un interrogatoire plus poussé, parce qu'on ne peut pas aussi dépister tout le monde. Donc, nous pouvons demander les céphalées, les maux de tête, ça a commencé depuis quand? La toux, est-elle une toux grasse, une toux sèche? Là, surtout, nous posons la question parce que nous savons que la plupart du temps, c'est des toux sèches que nous rencontrons chez la personne atteinte de Covid. Et quand on parle de relâchement, on en a parlé tout à l'heure, dans vos équipes aussi, vous le sentez, mais comment vous réagissez? Nous continuons la sensibilisation. Je pense qu'on ne peut rien faire de plus que de continuer à sensibiliser, parce que nous ne pouvons pas aussi être tout le temps derrière les patients. Nous n'en avons même pas la possibilité. Il faut continuer à sensibiliser, à réexpliquer la maladie, son mode de contamination, et à dire les effets que ça peut avoir sur l'organisme d'un patient qui est atteint à un certain stade. Donc, la sensibilisation est notre seul atout jusqu'au jour d'aujourd'hui pour convaincre la population de respecter les mesures barrières. Un petit tour rapide dans la capitale, nous voyons que les cache-nez, comme on les appelle communément, sont sous les mentons. Est-ce que vous trouvez que la sensibilisation aboutit toujours, ou elle est efficace? La sensibilisation, elle est efficace pour, je pense, ceux qui adhèrent. Parce qu'on ne peut pas juger de cette sensibilisation par rapport à ceux qui ne le mettent pas. Ça ne veut pas dire que le travail que tout le personnel de la santé fait, le ministère, l'État fait n'est pas efficace. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de la population, de certaines personnes qui veulent adhérer à ce qu'on dit. Donc, comme je le dis et je le répète, c'est pas la sensibilisation qui n'est pas bien faite, ce n'est pas elle qui est inefficace, puisque ça passe sur tous les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est nous-mêmes, c'est au niveau de la population, qu'il n'y a pas cette prise de conscience-là. On dit que nous sommes sur un continent jeune et que la maladie touche beaucoup plus les seniors. Est-ce que vous trouvez qu'il y a matière à ne pas trop s'inquiéter non plus? Non, quand on dit que la maladie touche les seniors, les personnes âgées, donc ça veut dire que effectivement, il y a une certaine tranche d'âge qui, avec l'âge, sont ces défenses immunitaires qui baissent, ce qui est tout à fait normal. Donc, dans ces circonstances-là, comme pour beaucoup de maladies, quand l'immunité baisse, on est plus facilement atteint, on est plus vulnérable. Mais cela ne veut pas dire qu'une jeune personne ne peut pas l'avoir. Donc c'est là où nous sonnons le signal d'alerte, que les gens ne se méprennent pas en disant que moi je suis jeune, je ne peux pas l'avoir. Cela n'a pas de rapport direct. Donc
Non, encore une fois, non. Ce n'est pas une question d'âge, forcément. Mais cela donne quand même une certaine once d'optimisme par rapport au dénouement de cette crise. Oui, on peut être un peu optimiste en se disant qu'effectivement, les cas les plus graves qui se sont déroulés ailleurs, ce sont des personnes qui sont plus ou moins âgées, qui ont aussi d'autres pathologies sous-jacentes. Et c'est pour ça peut-être qu'on peut se dire, entre griffes, qu'on peut être un peu soulagé par rapport à la jeunesse de la population africaine, mais soyons très vigilants, étant donné que le virus est mute, il peut être encore plus résistant si on ne peut pas prévoir le lendemain. Donc soyons tous prudents. Oui. Mais quand on parle de cette mutation, pour y revenir, quand elle mue, quelle est sa situation actuelle au Togo? La situation du virus par rapport à la mutation. Par rapport à la mutation. Bon, les recherches qui se font ne nous situent pas vraiment par rapport à la mutation, mais nous nous basons plus sur ce qui se passe à l'extérieur. Et étant donné qu'il n'y a plus vraiment trop de frontières entre les pays, c'est pour ça qu'il faut être vigilant parce que la circulation des hommes à travers les pays peut ramener rapidement un virus qui a muté ailleurs vers le Togo. Donc, ne nous fions pas seulement à ce qui se passe ici, mais étant donné que la crise sanitaire est planétaire mondiale. Un cas qui quitte un autre pays et qui pourrait s'avérer dangereux pour notre pays. Le Ghana à côté qui est plus en avance quand on cite les cas confirmés. Mais nous avons toujours la tête sur les épaules, si on peut le dire, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles parce que je pense que la politique qui a été développée est assez efficace pour le moment et que vu les mesures qui ont été prises, la fermeture des frontières marines, les frontières terrestres et tout, ça a aidé beaucoup, surtout au début de la crise. Ça a aidé à ce que les cas ne soient pas aussi nombreux ici que au Ghana, par exemple. Mais bon, est-ce qu'on peut être tranquille tant que la COVID-19 n'est pas encore complètement partie du monde du Togo et ailleurs? Non, je pense que bon, c'est vraiment relatif de dire que nous sommes tranquilles, hein. Il faut vraiment, le jour où nous aurons trouvé un vaccin contre une thérapie, là, je peux dire que nous serons tranquilles parce qu'on sait où on va exactement. Alors, pour revenir dans le milieu hospitalier, on sait qu'il n'y a pas de traitement en tant que tel, mais au moins, il y a un traitement pour les symptômes. Oui, il y a un traitement pour les symptômes qui est utilisé jusque-là et que le Togo a adopté depuis le début de la crise sanitaire. Donc, nous continuons à l'utiliser et c'est avec ça que nous débattons jusqu'à présent. Oui, le traitement est bel et bien là. Il s'agit notamment de la zithromycine qui est utilisée et puis une dérivée de la nivaquine que nous utilisons aussi, la chloroquine. Alors que le sujet de l'actualité est la rentrée scolaire, oui. Qu'avez-vous à dire par rapport à toutes ces précautions qui sont prises pour que cette rentrée soit effective et pour que les enfants ne soient pas aussi soumis ou bien à cette propagation du virus? Oui, dans ce sens-là, je reviendrai toujours sur les mesures barrières et je donnerai l'exemple du personnel de santé. Nous sommes tous les jours avec les cas et nous ne savons pas qui est infecté jusqu'à ce qu'on fasse le test. Donc, la meilleure protection, c'est le respect des mesures barrières. Donc, j'incite encore les jeunes, les élèves, les étudiants, tous ceux qui ont à faire cette rentrée, de pouvoir continuer à adopter les mesures barrières. Et avec les mesures barrières, nous sommes sûrs qu'au jour d'aujourd'hui, en les respectant, que nous sommes suffisamment à l'abri de la maladie. Puisque nous sommes dans une posture de pédagogie et de répétition, pourquoi ne pas préciser encore une fois les mesures? Les mesures barrières, c'est le port des masques ou cache-nez, comme vous le disiez tout à l'heure, la distanciation sociale. Parce que nous savons que les masques ne sont pas efficaces
à 100%. Donc, toujours en continuant à les porter, en mettant de la distance d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, nous sommes sûrs que même si des postillons se jettent dans l'air, nous sommes protégés, et le lavage systématique des mains, parce que nous pouvons toucher toutes les surfaces et nous pouvons attraper le virus. Donc, toujours se laver les mains. Un coup, je me lave les mains, un coup, je me lave les mains. Alors, je peux être plus ou moins tranquille. Merci, docteur Adjoa Myriel Podonou Koriko. Nous sommes en train de parler des voies de transmission du coronavirus et nous sommes en plein de nous répéter sur un message qui est très important. La transmission du virus est à éviter par les mesures barrières. Oui. Alors, dites-nous, docteur, quand nous sommes encore au niveau des centres de... Le thème m'échappe à nouveau. Prise en charge. Oui, oui. Les centres de prise en charge, déjà j'y suis. Est-ce qu'il y a un optimisme qui est noté? Aujourd'hui, la coordination de riposte doit encore faire un message. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter, ou nous sommes à un stade où tout va pour le mieux? Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Je disais cela parce que quand nous voyons la situation générale, le traitement est efficace, puisque jusque-là, je ne dis pas que les décès que nous avons ne sont pas importants, mais nous sommes en 54 décès par rapport à d'autres. Nous pouvons estimer quand même qu'il y a de l'espoir, il y a un petit optimisme, que le traitement qui est en cours est assez efficace. Nous sommes avec le docteur Mireille Podonou Koriko pour parler des voies de transmission du coronavirus. Docteur, on se demande toujours, on se pose la même question: à quand le vaccin du coronavirus 2021? Mais est-ce qu'il y a une certaine garantie pour qu'à cette date, on soit fourni en vaccin? La garantie n'est pas là. C'est des espoirs que nous fondons sur 2021 pour la découverte de ce vaccin. C'est vrai que nous avons des échos de certains labos qui sont en expérimentation pour certains vaccins, mais on n'a pas une garantie totale. Mais vraiment, ce que nous voulons tous, c'est que 2021 vraiment soit le terme de cette pandémie. En attendant, ce ne sont que les essais cliniques. Ce sont des essais cliniques sur des patients, et jusque-là, aucun vaccin n'est validé par le laboratoire, par l'OMS. Et tous les scientifiques, ou bien tout le domaine, le corps médical, s'en tient qu'à l'OMS? On s'en tient à l'OMS parce que c'est l'organe de référence pour le monde médical. C'est eux que nous suivons tous, donc, et c'est un organe qui a vraiment les capacités de pouvoir nous rassurer jusqu'à aujourd'hui par rapport au traitement que nous instituons dans les pays qui sont inscrits dans l'OMS. Donc, effectivement, nous nous en tenons à leur... nous sommes un peu en haleine par rapport à ce qu'ils diront quant aux différents vaccins qui sont en cours d'expérimentation. Et parlant de l'OMS, ne serait-ce que cette semaine qui nous incitait à ne pas baisser les bras face à cette lutte-là. On sait qu'il y a un relâchement qui est fait du point de vue mondial, mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Ce qui gêne surtout le personnel de santé, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les échos que nous avons et ce que nous voyons, c'est que les gens ne croient pas en l'existence de la maladie. Beaucoup disent encore que le coronavirus n'existe pas, que c'est des contes, que c'est des fabrications de ceci, de cela. Et je pense que c'est même là que survient le problème de l'utilisation, de la mise en pratique des mesures barrières. C'est vraiment un problème qu'il faut que nous puissions carrément surmonter pour pouvoir vraiment combattre la maladie. Étant donné que les mesures barrières jusqu'à aujourd'hui, nous devons quand même les respecter pour pouvoir nous en sortir.
Est-ce qu'on doit dire qu'avec l'ouverture des bars, en tout cas au Togo, il y a matière à craindre? Ça, je ne saurais vraiment le dire, mais je pense que, vu la situation actuelle de la contamination, je sais qu'il y a des réflexions qui se font en haut lieu pour déterminer, pour savoir s'il faut encore en revenir au couvre-feu. Donc, est-ce que c'est seulement les bars? Je ne saurais le dire, mais je pense que tant que la maladie ira galopante, nous pouvons craindre encore la fermeture de ces bars et d'autres établissements. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une deuxième vague qui nous menace? Ou ça reste juste en Europe, aux États-Unis? La deuxième vague menaçante, moi personnellement, je ne la sens pas encore ici au Togo. Je pense que nous sommes toujours dans la première vague. Ailleurs, oui, il y a une deuxième vague, mais ici, à mon humble avis, c'est toujours la première vague qui suit son cours et qui, nous l'espérons, ne durera pas. Et nous pensons vivement que les chiffres vont baisser, les nombres de contaminations que nous enregistrons par jour, par semaine vont baisser. Baisser jusqu'à combien pour savoir qu'il y a un optimisme au top? Nous ne donnerons pas un chiffre, mais si nous voyons que par semaine, les cas baissent par rapport aux semaines précédentes et que de plus en plus ça baisse, nous pensons que là, nous pouvons être plus ou moins, nous pouvons souffler un peu. Si vous vous rappelez, au début de la maladie, nous étions d'abord à un cas, ça a traîné beaucoup, même plus d'un mois et quelques avant d'arriver à 10 cas. Donc, si nous étions restés dans cette même logique, je pense, on dirait que les cas ne sont pas nombreux et on aurait pu vraiment souffler. Mais là, comme vous le savez aussi bien que moi, les cas augmentent plutôt. Les cas augmentent, mais parmi ces cas, il y en a qui sont guéris quand même. Oui, il y a beaucoup de cas. C'est d'ailleurs un grand soulagement. Il y a beaucoup de cas qui guérissent, qui, après quelques jours en centre de prise en charge, sont déclarés négatifs et qui reviennent chez eux, qui reviennent à la maison. Et là, vraiment, je pense que c'est une victoire qu'il faut saluer. Vraiment, il faut vraiment que nous puissions saluer cela, même si certains cas, malheureusement, n'arrivent pas n'évoluent pas bien et que parfois nous en arrivons jusqu'au décès. C'est le traitement des symptômes qui fait qu'il y en a qui sont guéris ou c'est parce qu'ils ont un système immunitaire assez fort qui les emmène à pouvoir surmonter cette maladie? Oui, donc pour en revenir en fait, comment ça se passe? Quand le test est fait et qu'un patient est déclaré positif à la COVID-19, il y a deux situations. Soit il fait la maladie avec des symptômes, avec peut-être une détresse respiratoire, une toux et on voit que l'état physique n'est pas bon. Donc, on l'amène directement en centre de prise en charge, notamment le CHR Lomé Commune, ou soit il fait la maladie bel et bien, mais il ne fait pas de fièvre, il n'a pas de symptômes en tant que tel. Donc, dans ce sens, il ira plus vers les autres centres de prise en charge, comme l'hôtel Ibis, par exemple. Oui. Donc, dans les deux cas, le traitement institué est de rigueur. Ça veut dire que nous aidons l'organisme à combattre la maladie. Donc, c'est le traitement, après tout, qui est assez efficace, qui nous aide parce que les patients ne sont pas laissés à eux-mêmes. Si nous avions des cas qui n'étaient sous aucune médication, alors on pourrait dire qu'il y a des organismes qui sont eux-mêmes très résistants, qui arrivent avec leur immunité à se débattre de la situation.
Mais étant donné que tous ces patients-là sont quand même pris en charge par un traitement, une thérapie qui est instituée, donc ça veut dire que l'organisme est aidé et que la thérapie qui est mise en place aide à ce que les cas puissent être vite résolus. Mais dire que les cas, qu'il y en a qui sont guéris, ne veut pas dire qu'ils sont carrément exempts de cette maladie. Ils peuvent toujours être réinfectés. Oui, il y a des cas de réinfection qui ont été déclarés. Et donc, ça veut dire que justement, c'est là où il faut être aussi faire très attention. C'est pas parce qu'on a fait une fois la maladie à coronavirus qu'il faut se permettre de ne plus porter les masques. Non, encore une fois, non. On peut encore se réinfecter si on n'observe pas toujours les mesures barrières. Et pourquoi ne comprend-on pas que les anticorps peuvent lutter quand on a déjà été infecté et guéri? On ne peut pas comprendre cela parce que je pense que oui, vu le niveau actuel de la chose, comme je le disais, on n'a pas laissé les gens à eux-mêmes. Donc, tant que cela n'a pas été fait, on ne peut pas dire que avec son organisme, avec sa défense propre, on peut combattre le virus. Donc, aucune expérimentation n'a été faite. Donc, on n'a pas vraiment des données sur cela pour être affirmatif et dire que sans traitement, les patients guérissent eux-mêmes. Et quand on dit pour le traitement des symptômes, quand on cite la chloroquine et bien d'autres encore, qu'est-ce qui doit motiver les gens à ne pas aller vers l'automédication, sachant qu'il y en a, que l'automédication est bien installée dans le pays? D'abord, je voudrais revenir sur la précédente question. Effectivement, c'est vrai que c'est un virus qui est là. Et souvent, c'est vrai que la plupart des virus, parfois, on peut l'attraper et on peut guérir de soi-même, notamment la grippe, puisque le coronavirus est une grippe. Mais c'est une grippe qui est plus virulente que toutes les grippes qui ont été connues jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a une notion de vigilance. Maintenant, laisser les patients à l'automédication, nous l'avons combattu depuis des années et nous continuons à la combattre parce que tout médicament, quel qu'il soit, a des effets secondaires. Donc, sous traitement, il faut se faire suivre toujours par un personnel de santé qualifié qui pourra rapidement déceler des effets secondaires pour savoir comment réagir contre ces effets secondaires. Donc, une automédication, ça veut dire que le patient n'est pas suivi, qu'on ne peut pas rapidement déceler s'il y a un problème, pouvoir intervenir. C'est pour ça que nous disons, c'est vrai, le traitement est connu, mais pas d'automédication parce qu'on ne peut pas savoir par rapport à tel organisme ou tel comment la réaction sera. Alors, on a dit tantôt, le plus grand défi chez vous dans les hôpitaux, c'est la sensibilisation aussi en partie. Oui, la sensibilisation, le diagnostic des cas qui se présentent à nous, étant donné que jusque-là, pour nous disons, tout cas est suspect, donc nous adoptons à tout moment les gestes barrières. Donc, comment sensibiliser? Comment pouvoir faire le diagnostic des cas pour éviter une contamination de masse? Mais que reste-t-il encore à faire par rapport au coronavirus, sachant qu'on a passé des heures à en parler, des jours à en parler, on a épuisé le sujet, mais il faut continuer à faire la sensibilisation. Mais que reste-t-il à apprendre de ce virus? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous ne connaissons pas encore sur le virus. Mais nous reconnaissons quand même que depuis le début de la maladie, il y a eu d'autres recherches qui ont permis de comprendre réellement les modes de contamination, d'être sûr. Parce qu'au début, même en tant que personnel de santé, on avait un peu peur. Mais aujourd'hui, nous sommes rassurés parce que nous savons que tant que les mesures barrières sont respectées, nous sommes à l'abri. Donc, que dire d'autre à part la sensibilisation? Je pense que la sensibilisation est de mise. Maintenant, pour les personnes qui ne croient toujours pas en l'existence de la maladie, c'est assez difficile parce que vu le contexte du Covid, nous ne pouvons pas montrer les patients qui sont infectés
nous ne pouvons pas montrer les cas de décès parce que c'est ce qui se dit, que c'est parce que on ne voit pas les patients qui décèdent de la maladie, qu'il n'y a pas cette croyance. Mais je pense que la sensibilisation continuera, quel que soit ce qui est dit autour de nous. Et nous espérons vivement que les uns et les autres pourront réellement adhérer à cela. La cible de cette sensibilisation n'était peut-être pas faussée dans la mesure, juste un tout petit peu faussée dans la mesure où ce ne sont pas juste les citoyens lambda qui sont incrédules, si je peux le dire ainsi, mais qu'il y en a du corps médical aussi qui sont sceptiques par rapport à cette maladie. Du personnel, du corps médical sceptique par rapport à la Covid-19, j'avoue humblement que je n'en connais pas. Parce que nous tous, nous sommes à pied d'œuvre tous les jours et pour cela, nous sommes quand même convaincus que la maladie existe. Donc, à mon niveau, je ne connais pas, je n'ai pas eu à rencontrer des collègues qui me disent que la maladie n'existe pas. Vraiment, au niveau du personnel de la santé, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. On sait, on est conscient, on sait vraiment que la maladie existe. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai mal formulé, mais on sait que la maladie existe, mais qu'il y a peut-être une certaine manipulation de l'information, que ce soit par les médias ou par les médecins aussi, qui fait que on a beaucoup plus à craindre, on craint beaucoup plus, alors qu'on n'aurait pas à craindre autant que cela. Oui, comme je l'expliquais un peu plus tôt, au début de la maladie, nous avons tous eu peur, très peur, parce que c'est un virus qui est assez nouveau, qui n'existait pas. Donc, on ne connaissait pas vraiment comment la combattre. On avait un peur à tout moment des personnes que nous recevons, même si, étant personnel de santé, il faut tenir le coup. On avait peur. Mais aujourd'hui, il y a une connaissance plus poussée de la chose et nous savons que le plus important en tant que personnel soignant, quand nous recevons des patients, l'essentiel, c'est de se confiner soi-même. Et quand je parle de confinement de soi-même, c'est-à-dire ne pas isoler le patient, ne pas l'oublier dans un coin, mais moi-même, en tant que personnel de santé, j'adopte les mesures barrières. Port systématique du masque, lavage des mains, distanciation. Parce que vous savez que maintenant, dans les hôpitaux, les chaises sont placées en biais, les chaises des patients. Tout cela, nous savons que ça nous protège. Et d'accord, oui, cette hantise de la maladie est en train, je pense, de s'améliorer. Elle n'a pas disparu, mais de s'améliorer en étant convaincu que les mesures barrières sont pour nous le meilleur remède. Est-ce que les mesures barrières non plus, les mesures barrières suffisent pour éviter que l'on soit contaminé? Dites-nous s'il n'y en a pas du corps médical qui sont contaminés. Oui, il y a du personnel soignant qui a été contaminé par le virus, mais ça ne veut pas dire que les mesures barrières ne sont pas efficaces. Sinon, je pense qu'il y aura plus que cela. Aujourd'hui, nous sommes assez rassurés parce que si vraiment, les mesures barrières n'étaient pas du tout efficaces, le nombre de contaminations dans le corps médical serait explosif, puisque la prise en charge se fait par le corps médical. Le dépistage se fait par le corps médical. La première consultation même se fait par le corps médical. Donc ça veut dire que quelque part, peut-être qu'en tant qu'humain, il y a une défaillance à un certain niveau par rapport aux gestes barrières. Mais si cette protection-là n'était pas efficace, vous voyez que nous aurons explosé les cas de contamination parmi nos personnels soignants. Moi, je le répète en tout cas, c'est vrai qu'il y en a une frange partie de la population qui respecte ces mesures, mais il y en a une autre quand même que l'on voit à nos carrefours, en circulation, dans les marchés, dans les bars, qui ne respectent pas forcément ces mesures-là. Mais pourtant,
on ne note pas une explosion du nombre de cas? Vous direz qu'on ne note pas une explosion, mais moi déjà, il ne faut pas aller jusqu'à l'explosion. Il faut surtout, je l'avais dit tantôt, il faut voir que les cas déjà augmentent. Déjà que les cas augmentent, en quelques mois, nous sommes arrivés à ce stade. Je me dis que c'est là où nous devons tous prendre normalement conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il faudrait attendre que nous explosions comme les pays européens, les pays américains avant de se dire que il y a un souci? Non. Nous pensons vraiment que nous-mêmes et que la population togolaise elle-même doit savoir prendre sa santé à main, parce qu'aujourd'hui, il y a les forces de l'ordre qui sont derrière nous. C'est eux qui nous voient au carrefour, qui voient certaines personnes, qui leur disent porter les masques. Et nous savons qu'il y a des amendes aussi qui s'élèvent à plusieurs mille de francs pour des personnes qui n'ont pas systématiquement porté le masque. Mais moi, je pense que nous ne devons pas attendre qu'on nous court après pour porter les masques, mais nous devons nous-mêmes prendre notre santé en charge. On prend notre santé en charge jusqu'à ce que le vaccin ne soit disponible, peut-être bien en début 2021, l'année prochaine. Mais tout le monde ne sera peut-être pas desservi, sachant que le vaccin sera à un coût. Oui, le vaccin a un coût, et les plaidoyers, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que quand le vaccin sera disponible, que nous puissions avoir accès, qu'il puisse y avoir un travail qui se fasse au niveau de l'Organisation mondiale de la santé pour rendre disponible le vaccin à toutes les populations, quel que soit le niveau social et économique. Mais on risque quand même que tout le monde soit contaminé avant que le vaccin ne touche toute la population. On risque cela si, encore une fois, les mesures ne sont pas respectées. Mais tant que les mesures sont respectées, nous n'oublions pas, tant que nous respecterons les mesures, tant que nous en tiendrons aux mesures barrières, nous pouvons un peu nous dire que nous avons fait notre part et que ce travail-là est souvent efficace contre le virus. Et en attendant, cela profite, je veux dire, la situation que nous impose le coronavirus profite pas au corps médical, mais quand même aux pharmacies qui en vendent beaucoup de solutions hydroalcooliques et que sais-je encore. Bon, le contexte du Covid ne peut pas être un souhait pour qui que ce soit. Je pense que nos collègues, nos amis pharmaciens n'ont jamais souhaité cela, mais ils font aussi leur devoir pour approvisionner la population par rapport au nécessaire contre le virus pour le respect des mesures barrières. Docteur Mireille Podonou, nous continuons de parler des voies de transmission du coronavirus, contre le coronavirus. Que dis-je? Les voies de transmission du coronavirus, voilà. Et nous insistons toujours sur les mesures barrières. Et dites-nous, en termes de mesures barrières, est-ce qu'on a assez suffisamment fait la sensibilisation ou est-ce qu'il y a un point à toucher pour que tout le monde soit rallié à la cause? Les mesures barrières étant connues, nous avons fait le devoir qui nous incombe, mais en tant que personne de corps médical, nous sommes toujours appelés à continuer, quel que soit le comportement de la population. Je ne pense pas qu'il y ait un souci par rapport à la transmission des informations sur les mesures barrières. Parce que aujourd'hui, quand je prête attention aux radios, aux télés, aux réseaux sociaux, tout passe par rapport aux mesures barrières. Toutes les informations sont disponibles à tout moment de la journée pratiquement.
du matin jusqu'au soir, le lendemain, le jour au lendemain, ça défile en boucle. Donc, il n'y a pas un relâchement de la part des personnes compétentes. Je pense le nécessaire est fait, mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est d'arrêter, de diminuer cette information. Il faut continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que le vaccin soit découvert. Et alors là, on pourra tous souffler. On pourra tous souffler. Mais en attendant, c'est la lutte qui continue, une lutte contre le coronavirus. Je me demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à partager les bonnes pratiques des pays. Parce qu'il semble que le Togo est en nette amélioration. En tout cas, sa position est bien vue par rapport à d'autres pays de la sous-région. Oui, pour cette question, cela dépend surtout de la politique adoptée par chaque pays. Le Togo a adopté une politique qui jusque-là se révèle efficace. C'est peut-être aux autres de copier ou bien de vouloir prendre un peu ce qui est réussi au Togo. Mais étant donné que ça dépend de chaque pays et de son mode de réaction contre la crise sanitaire, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir pourquoi la même stratégie n'est pas adoptée partout ailleurs. Mais je pense qu'il faut nous d'abord être soulagés quand même que la politique qui a été adoptée par notre gouvernement, qui est adoptée jusqu'à présent, elle marche. Et ça, vraiment, nous devons nous en réjouir. Et le corps médical, est-ce que le corps médical aussi se réjouit des avancées d'autres pays, ou il s'inspire d'autres pays, où c'est juste la politique adoptée par le gouvernement auquel on est fidèle? La question, elle semble avoir un double sens, puisque si je la comprends bien, nous nous réjouissons par rapport aux avancées dans les autres pays, par rapport aux recherches, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a certaines recherches qui sont en cours et qui peuvent être prometteurs pour nous. Mais, et par rapport aux autres pays aussi, c'est vrai que nous nous réjouissons par rapport à certains pays qui ont su endiguer la maladie. Et pour ça, effectivement, nous avons vu que par rapport à notre stratégie, nous sommes sur la bonne voie. Mais toujours est-il qu'il n'est pas exclu que là où ça marche encore plus, si nous voyons que nous pouvons apporter des améliorations, on le fera. Mais aujourd'hui, ce que nous savons par rapport au virus, c'est assez connu. Nous adoptons les stratégies que nous avons cru. Je pense que l'État et puis le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, accès universel aux soins a jugé efficace. N'oublions pas que tous les pays n'ont pas la même définition de la thérapie qu'il faut adopter. Et comme on dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu nous en sortir avec le traitement qui est en cours. Je pense que nous resterons sur cette lancée. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Et que faut-il faire d'autre, à votre avis? À part les sensibilisations, à part le traitement qui est fait dans les centres de prise en charge. Oui. On dirait que j'ai définitivement un souci avec les centres de prise en charge. Mais que trouvez-vous qu'il reste à faire dans ce combat contre le coronavirus? Dans ce combat contre le coronavirus, c'est un combat à la fois personnel et un combat de masse. Donc, le combat, il est à mon niveau, il est à notre niveau, en tant que personne humaine et au niveau de l'ensemble de la population. Donc, il faut continuer, je pense, faire ce que nous faisons d'habitude. Et si certains n'ont pas encore adhéré à cette cause, c'est-à-dire les mesures barrières, les gestes barrières, continuer à en parler pour que
tous nous puissions adhérer. Je pense que c'est le vrai défi qui nous attend, que nous avons aujourd'hui à relever, c'est de pouvoir amener tout le monde à respecter les mesures barrières. Docteur Adjoa Mireille Podonou Koriko, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne suite de nos programmes sur les chaînes qui transforment vos vies.